Donc, bonjour à tout le monde. Bonjour, chers participants, pour ce webinaire online organisé par FIBA Afrique. On est très heureux de vous recevoir aujourd'hui et je pense que c'est la suite du programme qui a commencé depuis hier. Et je voudrais profiter de cet instant pour m'excuser par rapport à la mauvaise qualité de la vidéo hier parce qu'il y avait quand même un contre-jour. Je n'étais pas au courant de ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on a corrigé un peu. Donc, sans plus tarder, je vais introduire notre guest speaker, M. Nour Amri, qui est un instructeur et expert FIBA. Il est membre exécutif de la FIBA Afrique, la FIBA WABC, hein, et c'est actuellement le directeur technique au niveau de la Fédération marocaine de basketball. Et il est en même temps enseignant-chercheur. C'est un prof à l'université. Donc, on est très heureux de le recevoir aujourd'hui pour bénéficier de son expertise et de son expérience. J'espère que les participants vont se réjouir. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à M. Nour Amri. À la fin de sa conférence, je vais recueillir au fur et à mesure les questions que je vais regrouper en fonction des thèmes, et la pertinence, et lui donner ça. Maintenant, je vais donner le nom et la question. Après, il pourra répondre progressivement. OK. C'est à vous. Merci, Coach Char, chers collègues. Bienvenue. Bonjour ou bonsoir selon le fuseau horaire où vous êtes situé à l'instant. Pour moi, c'est un plaisir d'être là sur invitation du comité du Conseil des entraîneurs africains et de FIBA Afrique. C'est un honneur d'être là, de partager un peu notre expérience et un peu notre humble connaissance avec l'ensemble des collègues coachs africains. Lorsqu'on m'a informé de ce cycle de formation, j'ai tout de suite approuvé d'être parmi les instructeurs qui vont donc encadrer tous ces petits stages qui vont se faire en Afrique durant tout le mois de mai, et je pense que ça va durer jusqu'à la mi-juin. Moi, je pense que c'est un devoir de participer un peu, de partager un peu l'expérience. Et voilà, le thème d'aujourd'hui, c'est la méthodologie d'enseignement appliquée au basketball. C'est un thème qui est très intéressant, qui est très vague, qui est très vaste plutôt, parce qu'on peut y rester pendant des heures. Mais là, je vais essayer de résumer les points les plus importants qu'un entraîneur doit connaître en ce qui concerne la méthodologie d'enseignement qu'il doit avoir en tant qu'entraîneur dans ses séances pratiques avec ses joueurs. Donc, sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet. Je vais partager avec vous mon écran d'ordinateur où il y a une petite présentation que j'ai préparée à ce sujet-là. Voilà, je vais juste mettre ça en diaporama. Est-ce que vous la voyez, Coach? Est-ce que vous voyez mon écran? Ok, c'est bon, parfait. Donc, je vais essayer d'être comme disait Fidel Castro, il disait je vais être court mais bref. Je vais essayer un petit peu d'aller pas trop rapidement, mais un peu aussi m'attarder sur des choses que je pense importantes, et peut-être survoler des choses que j'estime que, comme on a quand même une population d'entraîneurs qui est un peu expérimentée, je pense qu'il y a des choses que vous connaissez déjà. Donc, je vais m'attarder sur des choses importantes et peut-être survoler d'autres choses. Donc, quand on parle de méthodologie, il y a deux choses qu'il faut savoir. C'est qu'on peut parler de méthodologie d'enseignement, et on peut aussi parler de méthodologie d'entraînement. Aujourd'hui, on va se focaliser sur la méthodologie d'enseignement. Peut-être que plus tard, on aura l'occasion de parler de la méthodologie d'entraînement, mais aujourd'hui, ça va être la méthodologie d'enseignement.
Et quand on parle d'enseignement, avant, moi je pense que tout entraîneur doit vraiment se poser des questions. Mais encore faut-il savoir s'il se pose les vraies questions. À savoir qu'est-ce qui est le plus important et quelles sont les priorités. Et c'est pour cela qu'un des exercices le plus difficile d'un entraîneur, qu'il soit jeune, d'entraîneur de jeunes ou un entraîneur de joueurs seniors, voire professionnels, c'est qu'il faut toujours qu'il se remette en question. Toujours qu'il se pose des questions. Est-ce que je fais, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est ça, est-ce que je ne me trompe pas, etc. Et c'est un des aspects qui vont l'aider à avoir une bonne méthodologie d'enseignement. Donc, je vais rapidement faire une petite introduction en revenant sur quelques fonctions principales de l'entraîneur. À mon avis, c'est 3 choses. Il y en a plusieurs, mais les principales, c'est 1, enseigner, 2, conseiller, et 3, motiver. Le problème, c'est que c'est des mots, certains savent qu'est-ce que c'est qu'enseigner, que conseiller, que motiver, mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand est-ce et où il faut enseigner, conseiller ou motiver, il faut enseigner à l'entraînement, il faut conseiller à l'entraînement et au match, et il faut motiver à l'entraînement et au match. Mais la réalité de ce que moi j'ai pu voir avec ma petite expérience avec pas mal d'équipes et aussi bien l'entraînement au match, on voit malheureusement pas mal d'erreurs. Et ces erreurs sont les suivantes. La plupart, certains entraîneurs enseignent au match, c'est-à-dire qu'ils vont introduire de nouvelles choses pendant le match, lors d'un temps mort, lors d'une mi-temps. Il n'y a pas assez de temps suffisamment pour que l'entraîneur puisse enseigner au match. Ce n'est pas le moment. Et malheureusement, je vois que beaucoup d'entraîneurs font ces erreurs. La deuxième erreur, c'est qu'ils conseillent mal. Ils ne vont pas se centrer sur l'essentiel. Si par exemple dans un match, il y a un problème qui est déterminé, on va parler d'autre chose de ce problème-là. Si par exemple on joue mal parce que on ne verrouille pas notre rebond défensif, on va voir que l'entraîneur va commencer à conseiller les joueurs sur des aspects offensifs, alors que l'essentiel du problème n'est pas là. Ça, c'est pour vous donner un exemple. Et aussi, des fois, les entraîneurs, ils ne motivent pas du tout. Ils ne font que critiquer et reprocher et oublient de motiver, de positiviser pour pousser le joueur à mieux faire. Ça, c'est des erreurs que l'on voit souvent. Donc, je vais revenir à l'aspect de enseigner. Et c'est ce qui va un petit peu aujourd'hui être le grand sujet. C'est comment on va enseigner et quelle méthode on doit utiliser pour enseigner. D'accord? Donc, je commence par une petite définition. Moi, j'aime bien commencer par les définitions. Quand on parle de méthodologie, la définition du dictionnaire Larousse, c'est un ensemble de méthodes et de techniques dans un domaine particulier. Et quand on parle d'enseignement, la définition du dictionnaire Larousse, c'est des actions et manières d'enseigner, de transmettre des connaissances. Donc là, c'est des définitions toutes simples d'un dictionnaire, mais au moins qu'on sache de quoi on parle quand on dit méthodologie et quand on dit enseigner. D'accord? Maintenant, encore faut-il qu'on les applique au basketball. Je vais commencer par parler des styles d'apprentissage. Hier, Coach Sarr en a rapidement survolé ce thème-là en disant qu'il y avait 4 styles d'apprentissage. On va un petit peu rapidement les revoir aujourd'hui. Pas trop s'attarder parce qu'on a parlé un petit peu hier. Il y a le style visuel, c'est que les apprenants visuels, ceux qui préfèrent apprendre à travers des éléments graphiques, des formes, qui préfèrent regarder pour apprendre. Il y a les apprenants auditifs qui, eux, s'appuient sur la voix, le son et les rythmes pour pouvoir apprendre. Il y a ceux qui apprennent en lecture-écriture, ils doivent écrire pour apprendre. Et il y a les apprenants kinesthésiques qui ont besoin de ressentir et de vivre un mouvement ou un environnement dynamique en généralement faisant la chose qu'ils vont apprendre.
D'accord. Ça, c'est les 4 styles. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il est important, il est très important que l'entraîneur connaisse le style d'apprentissage de ses joueurs. Absolument. Il faut. Et posez-vous la question, maintenant, vous qui encadrez peut-être des équipes de jeunes ou de joueurs encore moins jeunes, est-ce que vous connaissez le style d'apprentissage de vos joueurs? En êtes-vous sûr? Parce que c'est vraiment très important. Parce que si vous êtes allé enseigner quelque chose et vous enseignez d'une seule manière, peut-être que la technique ou la méthode ou la pédagogie que vous allez appliquer pour enseigner s'adapte beaucoup plus pour un apprenant auditif, mais pas pour les autres. Donc là, problème. Une grosse partie de vos joueurs ne vont peut-être pas comprendre ou ne va pas, et par conséquent ne pas apprendre ce que vous essayez de leur communiquer et faire. Donc, il est important et indispensable que l'entraîneur connaisse le style d'apprentissage de ses joueurs. Cela ramène à 3 questions. Comment faire pour déterminer les styles d'apprentissage de ses joueurs? Deuxième question, comment faire pour tenir en compte des différents styles d'apprentissage de ses joueurs? Et troisièmement, on peut se poser la question de comment assurer l'attention de ces joueurs et éviter que certains joueurs décrochent ou perdent la concentration pendant une séance d'entraînement, par exemple. Donc, on va essayer de répondre à ces 3 grandes questions. La première, le style d'apprentissage, comment le déterminer? Le plus simple, c'est par l'observation. On va tout de suite voir comment l'observation peut nous aider à rapidement connaître le style d'apprentissage de nos joueurs. Tout d'abord, il y a le cas des athlètes ou des joueurs qui posent beaucoup de questions. Ceux-là sont généralement des apprenants auditifs. Ils ont besoin d'écouter et d'entendre leur entraîneur expliquer pour comprendre. Il y a aussi des joueurs qui essayent toujours de réaliser un mouvement bien avant que le coach ait fini l'explication. Et je suis sûr que vous avez plein d'exemples comme ça. Ceux-là, ce sont des apprenants kinesthésiques. Dès que vous commencez à expliquer, ils sont en train d'essayer de faire la chose. Parce que eux, c'est en faisant la chose qu'ils vont comprendre, qu'ils vont apprendre. Et généralement, pour les équipes de très jeunes, je vais donner un exemple. Quand je vois, par exemple, des joueurs, des équipes ou des entraîneurs qui entraînent des équipes de joueurs de 12 ans, de 13 ans, de 11 ans, dès qu'ils commencent à expliquer, il y a un groupe de joueurs qui commencent, comme je vous ai dit, là, ils commencent vraiment à essayer de faire. Par exemple, si c'est le dribble, quand ils tout de suite essayer de dribbler. Et la réaction du coach est tout de suite malheureusement, c'est de leur dire d'arrêter, de l'écouter, de se concentrer sur ce qu'il dit. Oui, c'est bien et pas bien. Parce qu'en fait, il faut qu'ils comprennent que ceux-là ne vont le comprendre que quand ils font ce qu'il a essayé d'entraîner d'expliquer. C'est leur façon de comprendre et d'apprendre. Donc, il faudrait que le coach, à cet âge-là surtout, avec les jeunes, les laisser faire tout en continuant à expliquer. Parce que c'est comme ça qu'eux vont apprendre. Parce que ce sont des apprenants kinesthésiques. D'accord ? Un autre cas, c'est les entraîneurs aussi, les joueurs qui vont venir chez l'entraîneur et leur dire « Voilà, montrez-moi ou démontrez-moi ce mouvement-là ». Ceux-là sont sûrement des apprenants visuels. Ils ont besoin de voir. C'est pour ça qu'il est très important que le coach puisse être toujours avoir la capacité de démontrer les mouvements. Moi, j'ai vu malheureusement certains coachs débutants qui n'ont pas eu disons, une carrière de joueur, même au niveau scolaire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas beaucoup joué au basketball et quand il s'agit de démontrer, ils ont des difficultés. Et alors, tous les apprenants visuels, il y a problème avec eux si l'entraîneur ne peut pas démontrer les mouvements qu'il essaye de leur faire apprendre. Autre cas, c'est des joueurs qui préfèrent, eux, rester assis et observer un nouveau exercice que les autres fassent d'abord. Eux, ils regardent sur le terrain. Ils regardent sur le bord du terrain. Ça vous dit sûrement quelque chose parce qu'on a tous eu des joueurs comme ça. Ceux-là, généralement aussi, ce sont des apprenants visuels. Ils doivent voir comment ça se fait pour essayer de répéter ensuite. Il y a aussi des joueurs qui demandent, soit qu'ils vont essayer sur un tableau
de comprendre ce que le coach a fait, soit ils vont vous demander une copie de l'exercice, etc. Ceux-là, généralement, sont des apprenants par lecture ou écriture. Voilà. Et puis bon, il y a aussi une autre façon de déterminer quel est le style d'apprentissage de vos joueurs, pas forcément par l'observation, mais par un test. Hein, par un test. Je voulais aujourd'hui essayer de faire avec vous un test en direct, vous demander d'aller sur vos boîtes email et de faire un test, mais bon, quand j'ai minuté un petit peu toute la séance, j'ai vu que je dépassais largement les 1 heure si je faisais ça, donc je ne vais pas le faire, mais par contre je vais vous envoyer par email plus tard un test que vous pouvez faire à vos joueurs, qui va tout de suite vous dire quel type de style d'apprentissage ont vos joueurs. Donc voilà en ce qui concerne quel est le style d'apprentissage d'un joueur et comment le déterminer. Ensuite, comment faire pour tenir en compte des différents styles d'apprentissage? Ça, c'est hyper important. Je l'ai dit tout à l'heure en introduction, il faut que le coach puisse savoir que comme ces joueurs ont différents types d'apprentissage, différents styles d'apprentissage, il faut qu'il puisse toucher tous les joueurs et sans ignorer une partie d'eux. Quel exemple? Des exemples. On va voir tout de suite que, par exemple, vous pouvez, ça c'est des exemples, hein, vous pouvez avoir d'autres choses, mais vous pouvez, par exemple, au début de chaque séance d'entraînement, distribuer le planning de l'entraînement à votre équipe. Certains entraîneurs le font, certains entraîneurs l'affichent. C'est une possibilité. Alors là, bien sûr, tout de suite, vous allez répondre aux besoins des joueurs qui apprennent par lecture-écriture. L'autre possibilité, c'est que si vous avez une sorte de tableau au bord du terrain, qu'à chaque fois que vous introduisez un exercice, vous le dessinez, vous le décrivez sur le tableau. Là aussi, vous allez faire d'une pierre deux coups parce que non seulement les apprenants par lecture et écriture vont comprendre, mais aussi les apprenants visuels. Donc ça, c'est aussi des fois intéressant d'avoir un tableau sur le terrain et l'utiliser. Des fois aussi, surtout quand vous réalisez que ces joueurs-là qui restent un peu en retrait pour observer un peu, qui aiment observer les autres faire l'exercice pour ensuite venir rentrer sur le terrain et le faire, c'est généralement des apprenants visuels. Ceux-là, le conseil que je vous donne, c'est que essayez de ne pas les utiliser en tant que joueur pour démontrer un exercice. C'est-à-dire, si vous introduisez un exercice, vous l'expliquez, ne faites pas appel à ces joueurs-là pour qu'ils puissent faire la démonstration, expliquer à tout le monde. Parce que c'est des joueurs qui ont besoin de voir d'abord et ensuite de comprendre et de pouvoir faire des choses. Voilà, ça c'est on s'adapte aux différents styles d'apprentissage de nos joueurs. Autre exemple, c'est le coaching dynamique. Ça, on va en parler beaucoup aujourd'hui. Un coaching dynamique, c'est le coach qui va essayer de ne pas interrompre sa séance tout le temps. C'est-à-dire à chaque fois, il arrête la séance, explique, à la moindre erreur de quelqu'un, il fait arrêter tout, il explique, etc. Donc, il fait beaucoup d'interruptions dans sa séance d'entraînement. Ça, c'est pas très conseillé, c'est même vivement déconseillé avec les équipes de jeunes. Donc, le coaching dynamique nous permet de vraiment répondre à une large panoplie de joueurs et de sites d'apprentissage de joueurs, parce que quand un coach vraiment applique très bien ce qu'on appelle le coaching dynamique, il va essayer de corriger en même temps que les joueurs sont en train de faire les exercices. C'est-à-dire qu'il ne va pas interrompre, il va essayer de corriger peut-être tout le monde, mais peut-être joueur par joueur en fonction de son style d'apprentissage, alors que les autres sont en train de faire des exercices, il n'a pas stoppé, il va aller passer des messages, soit pour les apprenants visuels, soit pour les apprenants auditifs ou kinesthésiques, sans pour autant interrompre l'exercice ou l'activité. Et ça, c'est hyper important. On va en revenir plus tard et parler de l'importance de ce coaching dynamique un peu plus tard dans la séance. On peut aussi, autre exemple, on peut aussi filmer nos séances d'entraînement, voire même des matchs,
et les visionner avec les joueurs et discuter de certains points. Ça peut être des points d'apprentissage, ça peut être des situations de match, etc. Donc là, tout de suite, vraiment, on va toucher peut-être les apprenants visuels et auditifs, les kinesthésiques qui ont un petit peu de mal, mais au moins là, on touche ce genre de style d'apprentissage. Il y a aussi possibilité de faire à la fin des entraînements un débriefing et distribuer aussi une sorte de résumé de ce qu'on a appris aujourd'hui avec les points importants, les points d'apprentissage importants qu'on a fait. Et donc les joueurs qui sont de style apprentissage, écriture et lecture, bon, on va avoir quelque chose sous forme de papier qui pourront lire, regarder, et donc ça va les aider à mieux comprendre et à mieux retenir ce qu'on a fait pendant la séance d'entraînement. Donc ça, c'est des exemples de comment on peut faire pour tenir en compte des différents styles d'apprentissage. Maintenant, comment s'assurer de l'engagement et de l'attention des joueurs continue, essayer qu'ils ne décrochent pas. On va voir aussi quelques exemples, on ne va pas trop s'attarder, on va voir quelques exemples. Il faut comprendre que l'écoute, et j'écris l'absence d'écoute, et le comportement général des joueurs qui nous indique s'ils sont engagés ou pas engagés. Quand un entraîneur donne des explications ou essaie d'expliquer quelque chose. Il faut savoir que des fois, l'absence d'écoute est très importante, et encore mieux que l'écoute. On en parlera tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui risque de faire perdre la concentration aux joueurs? Si l'entraîneur il va accompagner sa longue explication verbale par des schémas sur tableau blanc, comme on a dit tout à l'heure, ici, il va améliorer l'engagement des apprenants visuels et du coup, ces joueurs-là ne vont pas décrocher, vont rester attentifs. Si par contre, ils ne faisaient que parler, les joueurs de style visuel risquent au bout de 10, 15, 20 secondes, même moins, de décrocher et de se concentrer sur autre chose, je ne sais pas sur ce qu'est en train de dire l'entraîneur, pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils ne comprennent pas, ce n'est pas leur style d'apprentissage. Autre exemple, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est les apprenants kinesthésiques qui se précipitent sur le terrain dès que l'entraîneur explique quelque chose. Ceux-là, si on fait de longues explications verbales, alors que au lieu de laisser directement engager l'action ou l'activité, cela aussi risque de décrocher et de perdre la concentration. Là encore, le coaching dynamique revêt ici toute son importance. Le fait qu'il y ait de l'action dans l'activité, on explique pendant ce que l'exercice est en train de se faire, on peut toucher une large panoplie de joueurs en fonction de leur style d'apprentissage. On a vu les styles d'apprentissage. Maintenant, on va voir les phases d'apprentissage. Et là, je demande un peu de concentration parce que c'est un aspect qui est hyper important. Il y a 4 phases d'apprentissage. Tout le monde passe par des phases identifiables d'apprentissage pour acquérir une nouvelle compétence, que ce soit dans le basketball, que ce soit à l'école, à l'université, à la couture, dans toutes les compétences ou habilités, de nouvelles techniques qu'on va voir, tout le monde passe par 4 phases d'apprentissage. Quelles sont ces 4 phases d'apprentissage? Il y a la phase 1, qui est qu'on appelle l'incompétence inconsciente. Je vais expliquer tout à l'heure qu'est-ce que c'est. La phase 2, qui est l'incompétence consciente. La phase 3, compétence consciente. Et la phase 4, compétence inconsciente. Je vais maintenant un petit peu expliquer ces mots qui peut-être pour certains paraissent comme du charabia. Quand on parle d'incompétence, la phase 1 est l'incompétence inconsciente. C'est-à-dire que le joueur, ici, il ignore l'existence de la compétence. Ça veut dire qu'en basketball, ce jour-là, vous allez introduire le dribble. Ce joueur, il ignore qu'il est important de dribbler. Il pense que c'est facile de dribbler, mais il n'a jamais dribblé auparavant. Donc, il est
incompétent, mais il est inconscient de son incompétence. Hein? Donc, ce qui est important à ce stade-là, c'est qu'il faut que le joueur se rende compte qu'il est incompétent pour qu'il puisse commencer à progresser. S'il ne se rend pas compte qu'il est incompétent dans cette technique-là ou ce mouvement-là, il ne va pas pouvoir progresser. Donc ça, c'est la phase 1. La phase 2, c'est l'incompétence consciente. Ici, le joueur commence à se rendre compte qu'il manque de compétences, qu'il est incompétent dans ce geste technique, par exemple. Et il comprend que pour améliorer ses compétences dans ce geste technique, il doit persévérer, faire des exercices, répéter pour apprendre. Donc là, il est conscient de son incompétence et il sait qu'il doit faire des efforts, qu'il doit apprendre pour progresser. Dans la phase 3 et 4, on parle de la compétence. La phase 3, c'est la compétence consciente. C'est-à-dire que là, le joueur, il sait exécuter le geste technique, mais il doit encore faire des efforts pour se concentrer, pour réfléchir afin de faire cette technique. Généralement, il ne la reproduit pas chaque fois aussi bien. Des fois, il va le faire bien, des fois, il va le faire moyennement, parce qu'il ne domine pas encore cette compétence. Et un des aspects, c'est que ce joueur-là, il peut montrer la compétence ou le geste technique à un autre joueur, mais il n'est pas encore outillé, il ne la domine pas assez pour pouvoir l'enseigner à quelqu'un d'autre. Il peut le montrer, le répéter, le démontrer, mais il ne peut pas encore l'enseigner parce qu'il ne le domine pas encore très bien. Okay? Et puis la dernière phase, la phase 4, c'est la compétence inconsciente. C'est-à-dire que là, le geste technique qu'il a essayé d'apprendre devient une seconde nature. Là, il le domine très bien, il le fait sans réfléchir. Ok, si c'est le dribble, il vient, il le fait, il n'y a pas de problème. C'est une deuxième nature pour lui. Si je veux résumer un petit peu et donner une autre image de ces 4 phases-là, c'est comme quand on apprend à conduire une voiture. Au départ, on va à l'auto-école, on se met dans la voiture, et puis on a là le guidon devant nous, on a peur, on ne sait pas comment avancer, voilà, et on sait que bon, on ne sait pas conduire, on va apprendre. Puis ensuite, la phase 2, je vais être dans une incompétent conscient. Je sais que je suis incompétent, j'en suis conscient. Je commence à apprendre et je vais faire l'effort de commencer à apprendre. Donc, je vais commencer à faire répéter les consignes du moniteur de l'auto-école, par exemple. Puis ensuite, après, je commence à conduire, il n'y a pas de problème, je me sens à l'aise, pas de souci, je conduis, mais j'ai encore un peu peur, je suis un peu crispé. Je tiens le volant très, 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 très dur, je vais doucement, je regarde très longtemps à gauche et à droite, je me concentre sur la boîte à vitesse. Hein, je conduis, mais je n'ai pas encore atteint le stade de compétence consciente. Et avec le temps, avec l'expérience, avec la répétition, je vais me trouver en train de conduire vraiment sans aucun problème. Je n'ai plus peur, je suis plus crispé. Je peux conduire et écouter la radio. Je peux conduire, il ne faut pas le faire, et répondre au téléphone, et il ne faut pas le faire. Je peux faire beaucoup de choses en même temps, c'est-à-dire que là, j'ai atteint le stade de la compétence inconsciente. Voilà, je me sens aussi une deuxième nature, je conduis naturellement, tout en parlant avec peut-être les gens qui sont dans la voiture, il n'y a pas de souci, j'ai atteint mon stade de compétence inconsciente. Ça, c'est hyper important. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut là aussi que vous sachiez dans quelle phase de compétence ou d'incompétence se trouvent vos joueurs. Surtout quand vous commencez à les enseigner au niveau des jeunes joueurs. Certains aspects sont valables aussi pour les seniors, les joueurs seniors, etc. Mais c'est très critique pour les entraîneurs qui entraînent des joueurs jeunes. Il faut savoir que ces 4 phases sont linéaires. C'est-à-dire qu'il faut absolument passer de la phase 1 à la phase 2, de la phase 3 à la phase 4. Là, il y a une erreur sur le schéma. C'est 3 à 4. Et c'est linéaire. Il faut passer de l'une à l'autre.
mais le retour est aussi possible. C'est-à-dire qu'un joueur qui a la phase 4, qui a la compétence inconsciente, peut, à un moment donné, pour des raisons diverses, retomber à la phase qui est en dessous, qui est la compétence consciente, voire même incompétence inconsciente. C'est possible. Par exemple, je vous donne un exemple très simple, un joueur qui, à l'entraînement, tire naturellement très bien, qui est à l'aise, qui a un bon pourcentage de réussite, etc., qui fait son geste technique de tir parfait, mais en match, avec la pression du match, par exemple, ben là, il commence à ne pas prendre ses tirs. S'il prend ses tirs, il ne les prend pas bien. Son geste technique n'est pas parfait. Il commence à rater, etc. C'est-à-dire que là, le joueur qui était dans une compétence inconsciente est revenu vers le bas, vers une compétence consciente. Il est obligé de réfléchir, de se concentrer avant de tirer. Et là, les erreurs vont commencer à se cumuler, il va commencer à rater un peu plus. Donc, juste savoir que ces 4 phases-là, elles sont linéaires, mais qu'on peut aussi passer de la phase 4 à la phase 3, de la phase 3 à la phase 2, et remonter ensuite. Maintenant, c'est pour ça que je vous disais qu'il est vraiment très important que vous sachiez dans quelle phase se trouve le joueur, parce que sinon, par exemple, pendant vos séances d'entraînement, certains exercices peuvent être trop faciles, et donc les joueurs vont perdre en motivation, d'autres vont être très difficiles, et les joueurs vont finir par être frustrés. Quand vous demandez aux joueurs de faire quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire, ben, ils vont commencer à vouloir abandonner, à se sentir frustrés, à faire des choses que vous ne souhaitez pas qu'ils fassent. Donc, vraiment déterminer à quelle phase de compétence ou de incompétence se trouvent vos joueurs, c'est aussi très important. Alors ça, c'était plus ou moins le volet un peu théorique, très théorique des styles et des phases d'apprentissage, mais j'estime qu'il est vraiment très important de savoir ça. Je reviens à la fonction de l'entraîneur. On avait dit qu'on allait se concentrer aujourd'hui essentiellement sur enseigner, d'accord ? Et là, on va entrer un petit peu vite dans le vif de la méthodologie d'enseignement. Enseigner, oui, enseigner. Comment? Quoi? Enseigner le quoi, le comment, le pourquoi, le quand et le où. Moi, j'aime bien rajouter le où. Donc, enseigner le quoi, le comment, le pourquoi, le quand et le où. Et le quoi et le comment, généralement, ça représente la technique individuelle. Et le pourquoi, le quand et le où représentent ô combien important la tactique individuelle du joueur. Ça, c'est vraiment important à retenir ça. D'accord? Et bien sûr, s'il y a un chemin vers le succès, il y en a plusieurs. Je répète, il y a plusieurs chemins vers le succès. Ben, il y en a un, de façon générale, c'est le travail, le dialogue, communiquer et la discipline. La discipline, pas uniquement des joueurs, mais la discipline aussi de l'entraîneur. Donc, j'ai dit que c'est un exemple de chemin vers le succès parce qu'il y a plusieurs chemins vers le succès. Il n'y a pas, à mon avis, il n'y a pas de solution miracle. Voilà, c'est comme ça, on va appliquer et puis ça va marcher. Hein. Pourquoi? Parce que dans une équipe, il y a plusieurs types de joueurs, chacun avec ses spécificités, l'équipe, l'environnement, etc. Donc, il y a plusieurs façons, plusieurs méthodes pour atteindre le succès. Il n'y en a pas qu'une seule. Comme je dis toujours, si 3 et 3, 3 plus 3 égale 6, ben 4 plus 2 égale 6, 8 moins 2 égale 6, 3 fois 3 égale 6. Vous voyez qu'il y a différentes façons d'arriver à 6, donc il y a différentes méthodes et tous ramènent au résultat. Il faut juste savoir celle qui va être la mieux appropriée à votre environnement, à vos joueurs, encore une fois, à vos styles d'apprentissage de joueurs, etc., etc. Donc, je continue. La méthode, moi, j'aime bien utiliser la méthode suivante, à savoir expliquer d'abord, démontrer ensuite, imiter, corriger et répéter, et répéter, et répéter. La répétition est très importante dans notre sport. D'accord?
On va entraîner avec méthode, passion et sensibilité. Méthode, s'il vous plaît, ne faites pas les copier-coller. Comme je disais juste à l'instant, il existe des règles, mais pas de méthode miracle. Et là, je partage avec vous une citation de Pep Guardiola. Moi, j'adore les citations dans ma présentation et mes présentations en général. Sur le terrain ou ici, vous allez voir qu'il y a beaucoup de citations. J'aime bien les citations. Ça m'aide à réfléchir un petit peu en dehors, out of the box, en dehors du normal. Pep Guardiola, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un entraîneur de football qui a fait la gloire du Football Club de Barcelone il y a quelques années, qui est maintenant au Manchester City en Angleterre. Donc, Pep Guardiola a dit que ce qui est valable pour une équipe ne l'est pas pour une autre. Connaître son groupe et savoir pourquoi il doit s'entraîner et jouer d'une manière concrète est fondamental pour triompher. Pourquoi il doit s'entraîner et jouer est fondamental pour triompher. Il faut être différent du reste des entraîneurs et chercher sa propre méthode et sa propre identité. Hier, coach Chersar, dans son excellente présentation sur le leadership, avait dit et insisté que le coach doit avoir sa propre philosophie. Là aussi, cette philosophie va faire en sorte que le prof va avoir peut-être sa propre méthodologie aussi. Donc, voilà. Mais, encore une fois, ce qui marche pour une équipe ne marche pas forcément pour une autre. La passion, elle est nécessaire pour convaincre les joueurs à accepter les idées des entraîneurs. Et à haut niveau, comment c'est important de savoir que convaincre est le mot le plus important. Et si on est passionné, on arrive facilement à convaincre nos joueurs. Sensibilité, là, il faut comprendre que le joueur, c'est la pièce fondamentale et la raison d'être de l'entraîneur. Et tout ce qu'on fait doit être autour du joueur. Il y a quelques années, on le voit de moins en moins, heureusement, mais c'était un petit peu le style d'entraîneur autoritaire, hyper autoritaire, je dirais même dictateur, où c'était, comme disent les Anglais, my way or the highway, c'est-à-dire que tu le fais à ma manière ou tu dégages. Oui, mais non, si on se met dans le contexte que le joueur est le plus important, c'est l'entraîneur qui doit dégager, pas les joueurs. Le joueur est le plus important. Et l'entraîneur doit s'adapter au joueur et faire tout ce qu'il va faire, c'est autour du joueur. C'est hyper important. Tout doit être destiné pour le joueur. Donc, être très sensible à ça et faire attention de ne pas se tromper en croyant que c'est l'entraîneur qui décide, bon, pas qui décide tout, mais que l'univers de ça, c'est l'entraîneur et tourne autour de l'entraîneur et pas du joueur. Pardon. Bien communiquer, on a parlé tout à l'heure de dialogue, qui était un des secrets du succès. Bien communiquer, c'est hyper important et c'est hyper compliqué. Et là, je partage avec vous une autre citation de Deborah Maher qui dit « Enseigner, c'est écouter, apprendre, c'est parler ». Nous, qu'est-ce qu'on fait? On enseigne les joueurs. Peut-être apprendre, nous, plus tard, des choses qui nous intéressent, nous. Mais enseigner, c'est d'abord écouter. Parlez moins et écoutez plus, s'il vous plaît, dans vos séances d'entraînement. Bien sûr, on veut que nos joueurs nous écoutent. Mais il se trouve que le meilleur moyen de se faire entendre, c'est d'écouter les joueurs. Laissez-les parler pour que vous compreniez quelles sont leurs difficultés, quelles sont leurs attentes. Et s'ils n'ont pas compris quelque chose, ce sera mieux de tout de suite régler leurs problèmes et répondre à leurs attentes. Et là, je vais vous dire que je vois souvent dans des séances d'entraînement, quand je visite un petit peu les clubs, qu'il y a des entraîneurs, quand ils voient que leurs instructions, leurs consignes d'une activité précise ne marchent pas, ils arrêtent et puis ils répètent les mêmes instructions une fois, deux fois, et ils constatent toujours qu'elles ne sont pas appliquées. Et ils continuent à répéter la même chose.
et c'est là où je rigole un peu parce que il y a une autre citation que j'adore, celle-là, je l'adore, cette situation-là, c'est celle-là, elle est de Albert Einstein. Einstein, je ne ferai pas l'insulte de vous dire qui il est. Einstein avait dit que la folie, c'est de faire constamment la même chose tout en s'attendant à des résultats différents. Voilà, un entraîneur qui explique de la même manière, voit que les joueurs ne font pas ce qu'il a demandé, arrête, réexplique de la même manière et constate toujours que les joueurs ne savent pas encore faire. Ben là, il faut qu'ils se rendent compte que le problème, ce n'est pas les joueurs, le problème, c'est l'entraîneur. Et j'ouvre une parenthèse rapide, c'est que même à haut niveau, quand vous avez une équipe, même si c'est des équipes professionnelles, il y a des coachs qui, pendant une saison, font un certain type de travail, un certain type de méthode de travail, un certain volume de travail, une certaine qualité de travail, et elle ne change pas d'année en année. C'est la même, ils ne font que répéter la même chose. Et ils attendent des résultats différents. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Ces coachs doivent être conscients que s'ils répètent tout le temps la même chose, ben, ils ne vont pas avoir des résultats différents. Ça va avoir les mêmes résultats. Là aussi, c'est une réflexion que je partage avec les coachs qui entraînent les seniors, même les juniors, et qui, quand on voit leur programmation, leur planification, ben, elle ne change pas, elle est toujours la même. Et là, je déplore ça parce que généralement, ils ne vont pas pouvoir progresser parce que les résultats vont être toujours les mêmes. Ok, je ferme la parenthèse et je vous montre deux photos. Deux photos que je vais vous demander d'observer attentivement. Et je vais vous laisser 15-20 secondes pour me dire, bon, vous ne pourrez pas me dire, mais que vous pensez vraiment ce que vous voyez. Observez bien. Voilà. Donc, dans l'image qui apparaît dans votre écran qui est à gauche, on voit un entraîneur qui est en train de parler à ses joueurs. Et vous avez sans doute remarqué que ces joueurs-là ne sont pas vraiment concentrés avec lui. Ils ne le regardent pas. Certains regardent le photographe, certains regardent ailleurs, mais ils ne sont pas tous avec l'entraîneur. Ils ne l'écoutent pas. Pourquoi? Peut-être qu'ils n'appliquent pas le bon style d'apprentissage. Peut-être qu'il a trop parlé, qu'il ne les a pas écoutés. Peut-être que s'il avait fait en sorte de les écouter, ils seront tous en train de se concentrer avec lui. Et dans la photo de droite, il y a un entraîneur qui a une attitude que j'adore. Comme il s'agit de joueurs jeunes, il s'est mis à genoux pour être à la même taille avec eux. Moi, je trouve ça formidable, c'est hyper important. Et donc, du coup, automatiquement, les joueurs se trouvent déjà dans un premier temps, ne serait-ce que par l'attitude de cet entraîneur, sa position, sa pose, j'allais dire, déjà engagés avec l'entraîneur. Et vous voyez qu'ils sont concentrés avec lui, qu'il écoute ce qu'il dit, ou peut-être que c'est lui qui écoute ce qu'ils sont en train de lui dire. On ne sait pas, mais peut-être que c'est le cas. On pourra discuter longuement de ces photos, on fera éventuellement une autre fois si on a besoin de se revoir, mais je voulais un petit peu partager avec vous cette réflexion. Donc, la règle d'or, c'est parler peu pour que les joueurs écoutent et écouter plus pour que les joueurs parlent. Et ça, c'est hyper important. Je répète, parler peu pour que les joueurs écoutent et écouter plus pour que les joueurs parlent. Si les joueurs ne parlent pas, ils ne vont pas exprimer quels sont leurs problèmes, quelles sont leurs difficultés. Et les vrais problèmes vont commencer. Et je disais tout à l'heure, c'est difficile de bien communiquer. C'est difficile, très difficile de bien communiquer. L'entraîneur qui domine la communication avec son staff, croyez-moi, il réussit dans son staff et ses joueurs, il réussit dans sa mission. Parce que dans ce triptyque qui est l'émetteur, le message et le récepteur, ce que je veux dire n'est pas forcément ce que l'autre comprend. Et ça m'a fait toujours sourire. Il y a une autre citation que je vais vous dire. Je vais vous afficher maintenant sur l'écran, qui est de Bernard Weber, que j'adore.
mais qui va nous donner juste une matière à réfléchir. Je vous ai dit, moi j'aime bien les citations parce qu'ils me font réfléchir. Alors Weber disait, c'est une anecdote, mais il y a un peu de sens et de philosophie derrière. Il dit que entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, ce que vous voulez comprendre, ce que vous croyez comprendre et ce que vous comprenez, il y a au moins 9 possibilités de ne pas se comprendre. Et ça, si on réfléchit bien, ça se passe souvent dans nos séances d'entraînement. Je continue. Donc on disait, communiquer, ne pas parler, faire passer un message, une idée, une pensée ou une réflexion, pas parler pour parler. Et Pep Guardiola, encore une autre citation, Pep Guardiola, il dit que ne pas improviser quand vous parlez aux joueurs. Si vous n'avez rien à dire, mieux vaut se taire et travailler. J'ai aimé cette citation. Si on n'a rien à dire, on ne dit rien. On n'a pas besoin de parler aux joueurs pour leur montrer qu'on sait des choses, qu'on est le chef ou quoi que ce soit. Si on n'a rien à dire, on travaille, on ne dit rien. Je trouve cette phrase de Guardiola extraordinaire. L'entraîneur, bien sûr, quand on parle de communication, doit vraiment maîtriser les différents types de communication, verbale, non verbale, l'écriture, la gestuelle, le posture, le regard, le silence. Et notre citation qui dit que celui qui ne comprend pas un regard pourra difficilement comprendre une longue explication. Important aussi, surtout avec les jeunes, d'éduquer les yeux et les oreilles. Coach Bobby Knight. On va parler tout à l'heure de Coach Bobby Knight. Coach Bobby Knight dit que tout le monde regarde, mais peu voit. Tout le monde entend, mais peu écoute. Vraiment, surtout à jeune âge, il faut qu'on éduque nos joueurs. On éduque leurs yeux et leurs oreilles. Il y a différentes techniques de ça. On ne va pas en parler là parce que là, on va rentrer un petit peu en psychologie, etc. Et ce n'est pas vraiment le thème d'aujourd'hui. Mais juste que vous sachiez qu'il est très important d'éduquer les yeux et les oreilles des joueurs et aussi d'éduquer leur attention. Surtout à jeune âge, éduquer leur attention. L'attention, ça se travaille, ça s'entraîne, comme les autres gestes techniques. Et une autre citation, en fait, ce n'est pas une véritable citation, je l'ai un peu détournée, de Georges Kessel, qui dit que l'entraîneur médiocre parle, le bon explique, le super démontre et le meilleur inspire. L'entraîneur médiocre parle, le bon explique, le super démontre et le meilleur inspire. Retenez ça, réfléchissez, et j'espère que ça va vous impacter quelque part. Maintenant, je vais partager avec vous quelques méthodes qui peuvent être utilisées pour parler moins à l'entraînement. D'accord ? Premièrement, l'écoute ne se résume pas à ne pas parler. On doit réfléchir à ce que les joueurs disent ou semblent dire et aux questions aussi de ces joueurs. D'accord ? Donc, écoutez. Là aussi, des fois, et ça, c'est un mauvais réflexe que moi j'ai, je m'efforce depuis des années de me corriger, c'est que les joueurs posent la question, puis on ne laisse pas. Il commence sa question, j'ai compris ce qu'il veut me poser comme question, j'arrête sa question, je réponds tout de suite. C'est une mauvaise habitude. Il faut laisser le joueur poser sa question, faire une petite pause, résister à cette tentation de le couper avant que le joueur ait fini de poser sa question, et ensuite répondre. C'est important parce que le joueur va se sentir pas menacé, libre de poser la question. Quand il commence à poser la question et on l'arrête pour le répondre, non seulement peut-être que ce n'est pas vraiment ça, ce qu'il a voulu dire ou ce qu'il recherche, mais des fois aussi, c'est un peu un temps, pas menaçant, mais intimidant pour que le joueur ne pose plus de questions. Donc, ça aussi, c'est important, de laisser le joueur poser et finir sa question avant d'y répondre. Troisièmement, poser des questions ouvertes. Qu'est-ce que c'est que des questions ouvertes? Les questions ouvertes, c'est des questions qu'on ne peut pas répondre par oui ou par non. Par exemple,
un joueur qui va prendre un tir et tu vas lui dire est-ce que tu as vu ton pivot demander la balle? Il va te dire non. Point. Mais par contre, tu peux poser la question autrement. Il faut lui dire quand tu étais en train de dribbler pour prendre ta position, le pivot a demandé la balle, quel type de passe tu aurais pu lui faire? Donc voilà, c'est une question qui est fermée, qui ne peut pas répondre par oui ou par non, mais qui est obligé d'argumenter et de parler pour pouvoir répondre à la question. Donc ça va l'aider souvent à mieux comprendre le message que vous lui posez et peut-être à vous aussi, en tant qu'entraîneur, comprendre quelle était la difficulté qui a fait en sorte qu'il n'a pas pu passer cette passe à son joueur. Autre idée ou principe ou méthode, c'est des fois, quand un joueur vous pose la question, vous ne répondez pas directement. Vous ne donnez pas tout de suite la réponse ou la solution. Vous lui posez d'autres questions qui vont l'amener à découvrir la réponse. Décomposer un petit peu comme ça la réponse, des fois, ça aide le joueur à mieux comprendre et aussi l'entraîneur à mieux déterminer où est-ce que est le problème chez le joueur. Et puis, cinquièmement, finalement, on revient au coaching dynamique. Le coaching dynamique, voilà, si on veut parler moins, c'est le meilleur. C'est-à-dire, on ne fait pas ces énormes arrêts et coupures pendant la séance d'entraînement. Pas un joueur alors que l'exercice bat son plein et que se déroule, l'activité se fait et on parle avec nos joueurs. On n'a pas beaucoup l'habitude de faire ça. Je trouve ça dommage. Il faut que les entraîneurs, surtout des jeunes, apprennent à pratiquer ce coaching dynamique. Et donc, bien communiquer avec les joueurs, voilà quelques principes. Et moi, je vous donne la conclusion à propos de la communication en disant tout simplement que votre capacité à bien communiquer à votre joueur conditionnera votre succès, sans aucun doute. Si vous communiquez bien avec vos joueurs, cela vraiment conditionnera votre succès. On continue et on va faire maintenant une étude de cas de la méthode de John Wooden. Alors, qui est John Wooden? Connaissez-vous John Wooden? Hier, coach Chersar nous a parlé de John Wooden et il nous a dit qui il était. Mais moi, je voudrais ouvrir une petite parenthèse et vous parler un peu de culture basketball. L'importance de la culture basketball. Connaissez-vous Dean Smith? Connaissez-vous le professeur Nikolic ou Gomelski? John Wooden? Oui? Non? Peut-être certains oui, d'autres non. Mais moi, je dis que c'est comme faire de la physique quantique et ne pas connaître Einstein, ou du français et de ne pas connaître Hugo ou Baudelaire, ou de la philosophie et de ne pas connaître Socrate ou Kant ou Spinoza. C'est important de connaître la culture basket. Les noms de Dean Smith, Nikolic, John Wooden, Bobby Knight sont des grands entraîneurs qui ont marqué leur période, qui ont apporté beaucoup au basketball. Et un entraîneur doit normalement les connaître, doit se pencher sur leurs travaux, doit se pencher et lire ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont découvert, quelle est leur expérience, qu'est-ce qu'ils ont apporté au basketball. Ça va vous aider à mieux vous développer en tant que coach. Donc, revenons à qui est John Wooden. Alors, John Wooden, coach Chersar l'a dit hier, c'est un grand entraîneur américain qui a gagné beaucoup de championnats universitaires. Il est considéré comme le plus grand entraîneur universitaire, tous sports confondus d'ailleurs, et il est bien sûr membre du Basketball Hall of Fame. Dans la photo ici, sur la slide, vous le voyez, il a coaché Kareem Abdul-Jabbar, et j'aime bien cette photo où Kareem Abdul-Jabbar, beaucoup d'années plus tard, lui prend la main pour l'aider à aller s'asseoir pour regarder un match NBA. C'est formidable comme image. Ok, donc on va faire l'étude de cas de la méthode de John Wooden. Alors John Wooden, en ce qui concerne les feedbacks, avait ce qu'on appelle la technique du sandwich.
C'est-à-dire que ces corrections aux joueurs contenaient 3 parties. Il disait et montrait comment faire l'action correctement. Il démontrait et montrait comment ils l'ont mal fait. Et fermait par répéter ou montrer comment bien le faire. Ce qu'ils appellent le M+, M-, M+. C'est M+, M-, ce sandwich a été appelé un Wooden et vraiment les joueurs qu'il a eus n'ont jamais oublié les Wooden. Les recherches ont montré que John Wooden, quand il expliquait, ne dépassait jamais 20 secondes et que ses explications étaient d'une telle qualité qu'il laissait une image dans la mémoire des joueurs, comme un dessin. Les joueurs s'étaient inscrits, c'est fini. Alors, bien sûr, tout éducateur ou entraîneur qui peut présenter des informations d'une manière dont ses élèves se souviennent fait forcément un excellent travail. John Wooden utilisait des mots-clés. Qu'est-ce que c'est que les mots-clés? Les mots-clés, ce sont des repères qui résument plusieurs points d'apprentissage ou rappellent un ensemble d'informations en un seul mot. Si je vais expliquer au joueur la position défensive, je ne vais pas lui dire « Allez, genou fléchi, bras écarté, etc. » Non, je dis un seul mot qui peut être « stance », qui peut être attitude basketball. Ça peut être un mot, c'est encore mieux. Moi, j'utilise le mot « stance ». Vous aussi, vous utilisez peut-être sans le savoir, des fois, si vous ne le faites pas déjà, des mots-clés. Par exemple, vous avez une défense de zone que vous appelez 21, hein, ou une défense individuelle que vous appelez 11, je ne sais pas. Donc ça aussi, c'est une sorte de mot-clé. Hein, un mot qui rappelle un ensemble de choses pour faciliter la communication avec vos joueurs pendant les matchs et pendant les entraînements. John Wooden était le premier coach à avoir commencé à utiliser des mots-clés pendant ses séances. C'est pour ça que la plupart de ces interventions pendant les séances d'entraînement ne dépassaient pas 3 secondes. Il disait le mot-clé, boum, ça y est, les joueurs faisaient. Bon, il faut savoir que les mots-clés, dans un premier temps, il faut les expliquer. Une fois que les joueurs ont compris la situation, que vous leur référez à un point clé, ensuite c'est bon. John Wooden lui avait aussi une autre méthode, c'est qu'il donnait une liste aux joueurs avec les différents mots-clés et qu'est-ce que ça voulait dire. Ça a aidé un petit peu, d'ailleurs, les apprenants écriture, lecture. Bon, ça, on ne va pas vous demander de donner des exemples, mais là, on va parler rapidement de la problématique temps et travail. Le problème du temps existera toujours. Vous savez, il y a beaucoup de choses à faire et peu de temps pour les réaliser. Un exemple, le tir. Quel que soit le nombre d'heures que vous allez passer à faire le tir, ça restera toujours insuffisant. Maintenant, ce qui est magique, c'est que vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas le temps, parce que vous avez le même nombre d'heures par jour qu'en vu Pasteur. Alors Pasteur, vous connaissez son nom, parce que Pasteur, maintenant, avec le corona, tout le monde connaît l'Institut Pasteur. Donc, vous avez le même d'heures par jour que Pasteur, Michel-Ange, Da Vinci, Albert Einstein ou les autres grands savants, grands inventeurs qui ont créé des choses. Vous avez le même temps, 24 heures par jour. Comment gagner du temps est la clé. On va gagner du temps en utilisant essentiellement ce que moi j'appelle la boussole et le chrono. La boussole, c'est l'équivalent de la planification. C'est le guide qui nous aide à rester sur le bon chemin pour atteindre nos objectifs. Et le chrono, c'est la programmation qui va nous aider à optimiser le temps que nous avons disponible. Planification, programmation, élaboration de séance, entraînement, évaluation est une timeline, un cycle qui est hyper important. Vous allez, et on va parler de ça vendredi prochain quand on va parler du thème planification. Ça, c'est hyper important. Comme j'ai dit, vendredi prochain, on va y passer un peu plus de temps. Programmation, bien sûr, en fonction de la catégorie que l'on entraîne et des objectifs qu'on s'est posés. Il y a 2 choses que je voudrais ici insister. C'est que au niveau de l'élite, de haut niveau, la victoire est pour aujourd'hui. Demain n'existe pas. Je parle de l'élite et le haut niveau. Mais par contre, ce qui nous intéresse, nous, c'est l'autre volet, c'est les catégories de formation. Et le chemin à suivre, c'est enseigner à jouer et pas à gagner.
enseigner à jouer et pas à gagner. Quelques conseils et idées pour gagner du temps. D'abord, en évitant de perdre du temps. Et pour éviter la perte du temps, on peut planifier et préparer nos séances d'entraînement. Là, je ne vais pas trop m'attarder parce que ça va être le thème de vendredi. D'accord ? On peut préparer nos séances d'entraînement à l'avance, on peut distribuer ça aux joueurs, on peut faire participer nos adjoints, si on a la chance de les avoir, en faisant les associer pour qu'ils fassent des séances d'entraînement. On va perdre du temps à leur expliquer ça après, parce qu'ils l'ont fait avec nous, etc. Ça, je vais passer. Combien de temps parlez-vous à vos joueurs? Ça aussi, on en a parlé tout à l'heure. Le coaching dynamique. Ne pas diminuer le temps de travail des joueurs en cassant le rythme de l'entraînement. On en a parlé. Coach on the run, coaching dynamique. Et on a dit aussi que John Wooden ne parlait presque jamais plus de 20 secondes de ses joueurs durant les séances d'entraînement et qu'avant d'intervenir, l'entraîneur doit savoir ce qu'il va dire ou s'il n'a rien à dire, il préférera qu'il se taise et qu'il continue à travailler. Et là, il y a un test que peut-être je vous encourage à faire aussi avec votre équipe, c'est on avait demandé à une équipe, à l'entraîneur adjoint d'une équipe, de chronométrer le temps des interventions de l'entraîneur pendant sa séance. Combien de temps il va intervenir et parler. Et à la fin, on a demandé à l'entraîneur de combien de temps il avait parlé. Alors lui, il a dit, ouais, la séance durait 90 minutes. Il a dit, ouais, j'ai dû parler une dizaine de minutes. Mais en fait, le chrono et le test a montré qu'il a parlé 30 minutes. On ne se rend pas compte quand on parle. Il faut faire attention. Tout ça, c'est du temps que vous enlevez aux joueurs dans l'activité, dans l'entraînement, dans les répétitions. C'est pour ça que je dis que, et je répète, qu'enseigner à jouer et non pas à enseigner le basket. Beaucoup d'entraîneurs font l'erreur parce qu'ils ont plus de connaissances que les joueurs, ils veulent leur montrer qu'ils savent beaucoup de choses dans le basketball. Ils expliquent beaucoup, même des choses qui ne sont pas relevantes, des choses qui ne sont pas importantes à ce stade-là. Et des fois, la séance d'entraînement se transforme en cours magistral, où l'entraîneur il commence à déballer toutes ses connaissances sur le basket. Et généralement, c'est du hors-sujet. Non, ne pas parler. Laissez les joueurs parler. Enseigner à jouer. Il faut qu'il y ait beaucoup de jeux, beaucoup de répétitions pour enseigner le basketball. Anticiper les erreurs est une autre astuce. Généralement, vous connaissez vos joueurs et vous pouvez anticiper leurs erreurs. Si vous anticipez leurs erreurs, vous savez ce qu'ils vont faire pas bien et donc vous avez déjà tout de suite la correction et la manière et la méthode pour le corriger. Donc là aussi, très important de ne pas improviser nos instructions et nos interventions. Et si on anticipe, on sait déjà comment on va réagir et ça nous fait gagner du temps. Aller à l'essentiel. Important. Une autre citation de John Wooden qui disait « Ne laissez pas ce que vous ne pouvez pas faire, ne laissez pas ce que ne laissez pas ce que vous ne pouvez pas faire interférer avec ce que vous pouvez faire. » Ça, c'est important. Avec nos joueurs, on va renforcer nos qualités et cacher nos défauts, surtout avec les joueurs juniors et seniors. Le succès consiste à vraiment potentialiser les qualités de chacun et ensuite essayer de diminuer leurs défauts, soit par le travail technique, soit par le travail tactique. C'est hyper important. Aller à l'essentiel. Beaucoup d'entraîneurs, même des entraîneurs de haut niveau, ils s'entêtent à exiger de leurs joueurs un rendement déterminé dans certains aspects du jeu, alors que ce n'est vraiment pas leur point fort. Aller à l'essentiel. Et je finis par la réflexion finale. Une autre citation de coach Monzo Monsalve, grand entraîneur et professeur espagnol, qui est dit que quelque chose qu'il a appris à travers son expérience, ce n'est pas un hasard que certaines équipes gagnent, c'est très simple. Les bons entraîneurs travaillent un peu plus dur, enseignent un peu mieux et ne laissent rien à la chance. Voilà. Bon, ça, c'est la deuxième partie, on ne va pas la voir tout de suite. Merci pour votre attention et on va peut-être maintenant ouvrir la porte à quelques questions si vous le souhaitez.
pour pouvoir me communiquer les questions. Alors, donc, merci, Monsieur Nour Emry, coach Nour, pour cette très brillante présentation. Toutes mes félicitations par rapport à toutes les informations importantes que tu as bien voulu partager avec les participants et avec nous-mêmes. Et j'ai envoyé une note pour que tout le monde puisse poser des questions. Et j'attends un peu de regrouper toutes ces questions-là pour les poser. J'espère que il y a beaucoup de remerciements, ceux qui demandent d'envoyer des documents dans leur groupe, etc. Et voilà, mais en général, je ne vois que des remerciements ici, hein, et j'espère que... Je suis en train de voir que certains citent Maciuszewski, un entraîneur Maciuszewski, parce que tout à l'heure j'ai cité qu'il était important de connaître les grands entraîneurs qui ont marqué le basketball et de voir leur méthode et ce qu'ils ont apporté au basketball. Oui, Maciuszewski est un autre grand entraîneur qui a apporté beaucoup. Mais la question que je pose, vous connaissez peut-être le nom de Maciuszewski, oui, mais est-ce que vous connaissez cette application? Est-ce que vous avez lu ses livres? Est-ce que vous avez lu sa philosophie? C'est ça le plus important. Ce n'est pas de connaître le nom seulement. Oui, c'est très important. Ce que vous dites là, c'est très important. Et j'ai beaucoup vu des gens qui parlent de Mike Krzyzewski, etc., en oubliant que Mike Krzyzewski était un élève, un disciple de Bobby Knight. Donc, absolument. Je pense que c'est important d'aller voir le père de celui-là pour parler. Ensuite, quand vous parlez de John Wooden, c'est extrêmement important. Et on a oublié de citer le nom de John McLendon, qui a inventé la transition au basket. Donc, je pense que c'est important qu'on retourne à la source pour voir comment les gens ont fait pour amener le jeu à ce niveau. Et quand on parle de John Wooden, qui est le père du basket moderne, c'est que tous les systèmes de jeu actuels, c'est lui qui les a créés. Hein. Donc, c'est important d'aller le voir. Donc, il y a beaucoup de remerciements ici. Il y a des questions qui parlent de logique. C'est une question qui demandait beaucoup de temps de réponse. Oui, qui demande la logique du voilà. Ouais, de l'éducateur, du pratiquant. Logique du pratiquant. Logique, voilà. C'est beaucoup de questions comme ça. Mais c'est des questions qui, je pense qu'au niveau dans la deuxième présentation du vendredi, tu pourrais y revenir parce que ça demande beaucoup de temps pour y répondre, je pense, coach. Il demande de revenir sur les étapes d'apprentissage. Comment empêcher le retour négatif, si on peut dire. Il y a Bekali Hassani qui a posé cette question et je laisse le temps de répondre. Oui, on a parlé de ces phases d'apprentissage qui sont de 4, qui sont linéaires. On passe de la phase 1, 2, 3 et 4. Comment empêcher le retour donc de la phase 3 à la phase 2, la phase 4 à la phase 3 il faut savoir déjà que dans un processus d'apprentissage, il est normal que les joueurs passent de la phase de compétences inconscientes à la phase de compétences conscientes. C'est normal. Maintenant, comment faire en sorte qu'ils ne régressent pas? En ne brûlant pas les étapes, je veux dire. À votre entraînement, il est très important de savoir à quelle étape vous êtes, à quelle étape est l'ensemble des joueurs pour continuer à faire de la répétition, d'insister, ne pas introduire quelque chose de nouveau jusqu'à ce que, ce que vous êtes en train de faire est vraiment dominé par les joueurs et que les joueurs sont rentrés dans la phase de compétences inconscientes. Très important de dominer ça. Maintenant, il y a d'autres facteurs, comme je disais tout à l'heure, d'autres facteurs qui viennent s'ajouter surtout en compétition. Il y a le stress de match, etc., qui peut faire en sorte que le joueur descende de phase, mais cette phase-là, cette régression n'est que dans le match. Le joueur, lui, il est déjà dans la compétence consciente. Il y a d'autres questions qui viennent, coach. Et c'est dans le même sens. Hein. Parce qu'il y a Taho qui demande est-ce que la compétence inconsciente est le niveau le plus élevé, qui nous montre la maîtrise technique d'un geste par un joueur. Oui, la compétence inconsciente est la phase la plus élevée. Effectivement, le joueur commence à jouer comme une seconde nature, ne réfléchit pas, ça coule de source, tout vient naturellement. C'est la plus haute phase d'apprentissage. Et comment un coach
comment un coach doit apprécier les qualités d'un joueur dans le groupe de jeunes, vu qu'il y a de l'égocentrisme dans le groupe? C'est Pape Amadouba qui pose la question. Gérer l'égocentrisme dans les groupes de jeunes joueurs. Non, il faut que chacun soit apprécié à sa juste valeur. Il faut savoir et bien expliquer aux joueurs qu'il n'y a aucun joueur qui est mauvais. Nous sommes tous des joueurs qui apprennent. Certains vont apprendre beaucoup plus vite que d'autres. D'autres vont mettre un peu plus de temps d'apprendre. Et ça, c'est important d'expliquer aux joueurs. Vous trouvez toujours quelque chose de bien chez le joueur jeune. Peut-être qu'il ne sait pas encore dribbler, peut-être qu'il ne sait pas encore tirer, pour prendre des exemples simples. Mais peut-être qu'il a des qualités de leadership, peut-être qu'il a des qualités d'esprit d'équipe qui sont déjà là et que d'autres joueurs n'ont pas. Ben, c'est le moment de dire voilà, bravo, tu as appris ça déjà, les autres n'ont pas appris. J'aimerais bien que les autres aussi apprennent ça. Toi, plus tard, tu vas apprendre peut-être encore le tir, tu es en phase d'apprentissage, mais tu as déjà acquis ça. Chaque joueur a quelque chose de bien et il faut bien sûr leur bien préciser et communiquer ce qu'ils ont de bien pour les encourager et les motiver. D'accord. Tout le monde. Il y a Suleiman Diatta aussi qui pose une question, parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il ne faut pas copier-coller, mais pour un jeune entraîneur, il a besoin de repères, c'est fort possible, qui se base sur un autre entraîneur de haut niveau, sa façon d'entraîner, etc. Donc, que répondez-vous à ça? Non, avoir un entraîneur de haut niveau en tant que repère, oui, c'est important, mais repère. C'est-à-dire que ne pas copier-coller mot par mot, phrase par phrase, ce qu'il dit et l'appliquer à votre équipe, parce que tout simplement, votre équipe n'est pas celle qu'il a. Vous pouvez être un petit peu influencé par sa méthode, par sa philosophie. Ça, c'est tout à fait normal. Mais vous avez ce grand coach, il a sûrement des joueurs seniors, professionnels. Ce n'est pas votre cas à vous, vous êtes peut-être des joueurs de jeunes. Même si c'est des joueurs seniors, là-bas c'est des pros, chez toi ce n'est pas des pros, peut-être pas. Donc, les circonstances, l'environnement est différent. Donc, ce qui marche pour certains ne va pas forcément marcher pour d'autres. Qu'on soit influencé, oui, il n'y a pas de problème. Mais prenez ce qu'il y a de bien chez lui. Prenez ce que vous aimez bien chez lui. Adaptez-le à votre situation, à vos joueurs. Adaptez-le et aidez-vous de ça pour construire votre propre philosophie. Un petit peu d'ici, un petit peu de là. Ça va vous créer votre propre philosophie. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec tous les entraîneurs, mais coach Chersa Aguilère, l'entraîneur doit avoir sa propre philosophie, mais rien n'empêche que quand on construit cette philosophie, quand on commence dans le domaine de l'entraînement, de s'inspirer un peu de ça, de celui-ci, de celui-là, un peu de celui-ci. Ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Ça. Alors, coach, il y a vraiment beaucoup de questions. Il y a des questions qui se regroupent un peu, donc je les ai mis ensemble pour te poser ces questions. Mais il ne reste que 2 minutes par rapport au temps. Et je voudrais que tu termines peut-être sur cette question-là avant de clôturer cette visioconférence. Il y a Mouad Abidouche qui me demande, est-ce que les 4 phases d'apprentissage permettent de prendre conscience du niveau où chaque apprenant se situe? Voilà. Oui, absolument. C'est le but d'ailleurs. C'est le but de bien connaître ces phases d'apprentissage, de le connaître théoriquement. Qu'est-ce que c'est? Pour pouvoir, une fois sur le terrain, déterminer à quelle phase sont vos joueurs. C'est indispensable. Ouais, d'accord. Donc, voilà, je pense que c'est un élément extrêmement important dans la conférence. Et je sais que les questions vont te suivre. Quand tu vas quitter, les gens vont continuer à te poser des questions. Parce que ce qui m'est arrivé hier, c'est ça. Après la conférence, j'ai reçu beaucoup de questions. Et je veux juste dire que quand vous voyez un meneur de jeu qui contrôle la balle et regarde ses partenaires et ses adversaires, et il ne regarde pas le ballon, il est au niveau de la compétence. Il est compétent et inconscient. Juste une idée. Parce qu'il a vraiment brossé l'idée d'apprendre à conduire une voiture. Et aujourd'hui, là, je pense que les entraîneurs qui sont là, qui participent, vont comprendre l'importance de ces niveaux d'apprentissage, l'importance de la communication,
hein, l'importance de la planification, l'importance d'écouter et je tiens vraiment à te remercier pour l'excellent travail que tu as fait et j'espère que ça fera tâche d'huile dans le futur de des entraîneurs qui sont ici aujourd'hui. Donc, je vais clôturer cette conférence. Si tu as un mot de fin à dire, Non, je te donne la parole et puis je vais clôturer. juste remercier FIBA Afrique de m'avoir donné l'occasion de pouvoir parler avec tous mes collègues entraîneurs. Excusez un peu ma voix à la fin, vous savez, je fais le jeûne là, et on peut pas, quand on part pendant 1 heure et demie ou 1 heure, on ne peut pas boire de l'eau pour se rafraîchir la gorge. Et là, vraiment, j'ai commencé à avoir un petit peu d'irritation au niveau de la gorge. Donc, à la fin, je toussais un peu. Vous m'en excuserez, mais voilà, c'est un peu à cause de l'époque. D'accord. Je suis vraiment désolé pour toutes les questions qui continuent à venir. J'espère peut-être que si le coach pourrait les prendre et puis essayer de répondre en privé. Voilà. Bon, mais on est obligé de couper la conférence parce qu'on a dépassé de 2 minutes de temps. Donc, merci à tout le monde. Merci à Diaby. Merci à FIBA Afrique et à jeudi, Inch'Allah. Merci. À jeudi. OK. Merci.